14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors c'est normal d'être jaloux. D'ailleurs, nos animaux familiers, vous savez que j'ai beaucoup d'animaux autour de moi, ils sont jaloux aussi. Et je pense même que nos plantes sont jalouses quand on s'occupe un peu trop de leurs voisines. Parce que l'attention, l'affection qu'on nous porte, eh bien, c'est une nourriture affective dont on a tous besoin pour vivre. Avec Samuel Doc, qui est mon invité aujourd'hui, nous allons voir à partir de quand on peut parler de jalousie maladive qui tourne parfois même à la paranoïa. On reviendra d'ailleurs sur ce que c'est la paranoïa. C'est peut-être intéressant aussi qu'on vous aide à comprendre si vous avez un partenaire paranoïaque parce que il vaut peut-être mieux partir. Bref, on verra aussi pourquoi c'est si compliqué de rassurer un partenaire jaloux parce que justement lorsqu'on est jaloux, eh bien on n'est pas bien avec soi-même, on doute de soi et donc il est pratiquement impossible de rassurer un grand jaloux puisque il doute de sa capacité à être aimé et donc forcément il doute qu'on l'aime vraiment pour lui et parfois même il est persuadé qu'on va le tromper puisque de toute façon il n'est pas assez bien. Alors si vous êtes jaloux ou si c'est votre partenaire qui est jaloux, bien je vous invite à venir témoigner et pour ça vous appelez le 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc. Bonjour Brigitte. Vous êtes docteur en psychopathologie clinique, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, c'est L'enfant thérapeute, c'est aux éditions Plomb. Alors Samuel Doc, vous êtes d'accord avec moi, c'est normal d'être jaloux ? Oui, bien sûr, c'est une émotion banale, une émotion commune. Nous pouvons tous la ressentir et elle n'est pas pathologique en elle-même, cette émotion. Elle nous sert à quelque chose, elle nous sert à penser notre environnement. Donc, parfaitement, oui, c'est une émotion fondamentale de l'être humain. Elle ne devient un problème. De l'être vivant. De l'être vivant, oui. Non, c'est vrai que c'est vrai, moi j'avais un chat qui était très jaloux, je vais vous dire. Oui, oui, tout à fait. Je m'en souviens encore, c'était il y a quelques années, mais oui, il manifestait sa jalousie. Donc je rejoins votre propos, un animal peut être jaloux, pour les plantes, je ne sais pas, mais les animaux, ça c'est bien certain. Je crois que la jalousie devient un problème lorsqu'elle engendre une trop grande souffrance psychique en réalité, et lorsque ces manifestations vont commencer à devenir problématiques. Alors c'est drôle parce que vous parlez de la souffrance de celui qui est jaloux, et moi j'aurais plutôt comme ça naturellement eu envie de parler de la souffrance de celui qu'on agresse. Et vous avez raison. Parce que la souffrance elle est des deux côtés finalement. Absolument, et j'allais y venir. La personne jalouse peut faire vivre un enfer à la personne avec laquelle elle est en couple en ne lui laissant aucun répit. Vous avez justement introduit cette question de la paranoïa. Finalement, on pourrait presque dire de manière un peu provocatrice que la jalousie est une forme de paranoïa de la vie quotidienne, de paranoïa plus diffuse. Mais la paranoïa est encore quelque chose de particulier. Oui, justement, on va peut-être la définir, la paranoïa, parce que finalement, c'est une chose dont on parle un petit peu comme ça de manière grand public, et c'est quand même une vraie névrose, voire même psychose. Ah oui, tout à fait. C'est un trouble psychiatrique qui se différencie de la jalousie de bien des manières. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne paranoïaque, le trouble va se développer de façon insidieuse. Il ne va pas y avoir de motif précis. Vous voyez, ça va être un regard. Ça va être une interprétation qui va commencer à se mobiliser dans la psyché de la personne et va complètement prendre le contrôle d'elle-même et devenir une conviction délirante à partir de ce qu'on nomme une illusion, c'est-à-dire une déformation du réel. Et c'est ça qui est très problématique. Je vais donner un exemple très connu, c'est Staline qui était complètement paranoïaque sur la fin de sa vie, c'est-à-dire que tous ses proches, même les plus proches, étaient forcément des personnes qui lui voulaient du mal et qui allaient lui faire du tort. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs pratiquement éliminé tout son entourage, Staline. Oui, c'est juste. Et on appelle ça, et c'est très fin que vous ayez repéré ça, parce qu'on appelle ça une hyperesthésie relationnelle, c'est-à-dire une tellement grande sensibilité que tout devient persécutif, tout est interprété. Et c'est absolument terrible. Et vous avez dit une chose que je trouve importante et sur laquelle il faut insister, c'est qu'on ne rassure pas ni un jaloux ni un paranoïaque, parce que lorsque vous êtes face à un véritable parano, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui essaieront de le rassurer deviendront en fait complices et vont nourrir le délire. Et c'est sans fin. Plus vous essayez de le rassurer... Plus on le rassure, plus il va croire qu'il a raison d'être jaloux, quoi. Exactement, parce qu'en fait c'est comme une division de son esprit. Il y a les gentils, et lui en est un, et les méchants quelque part. On appelle ça un clivage entre le bon et le mauvais objet.
Et mine de rien, cette psychose-là, paradoxalement, et malgré toute la souffrance qu'elle lui cause et qu'elle cause aux autres, c'est une manière de travailler avec ces objets psychiques, c'est-à-dire la confiance qu'elle peut avoir en elle-même. Vous avez raison, je suis totalement d'accord avec ce point-là. C'est un immense manque de confiance en elle que manifeste la personne jalouse et la personne paranoïaque. Dans notre jargon de psy, on parlerait d'une hémorragie narcissique, c'est-à-dire que vraiment la personne se déteste et pour supporter cette détestation d'elle-même, elle la projette à l'extérieur et c'est là que naît la conviction vraiment délirante. Et donc, comme il y a évidemment clivage, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente de son fonctionnement, il n'y a rien à faire, quoi. Enfin, si ce n'est éventuellement l'envoyer chez un psychiatre. Quand il s'agit de paranoïa, c'est l'issue, c'est-à-dire qu'en règle générale, ça se dégrade énormément, souvent jusqu'à la violence physique, soit dirigée contre soi, soit dirigée contre l'autre. Mais face à une paranoïa, au bout d'un moment, c'est absolument plus tenable et il faut des soins. Il faut des soins. Absolument, on risque sa vie, c'est grave. Sachant que, voilà, avec la bonne prise en charge, on peut s'en sortir. Mais ça nécessite vraiment de parvenir à faire entendre cela à la personne, ce qui est très dur. Souvent, ce sont des hospitalisations sous contrainte. C'est-à-dire que, voilà, on s'est fait agresser, on n'a pas le choix d'appeler les secours, et là, il y a une prise en charge. Mais cela étant, même sans aller du côté de la paranoïa, la jalousie elle-même peut être absolument invivable. Avec le flicage, vous savez, ce sont ces personnes qui vont s'introduire dans le téléphone de l'être aimé, avec la lecture des mails, avec, voilà, en le suivant. Et tout ça, ça flirte quand même avec une certaine forme de paranoïa. Bien sûr. Alors, quels seraient les indices qui permettent de savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui est d'une jalousie maladive, pour utiliser un terme plus général que paranoïaque? Quels seraient les indices? Parce que bon, la jalousie, elle est plus ou moins intense suivant les individus. Puis on peut être assez jaloux sans que forcément on soit malade. Mais quels seraient les indices où là, il faut vraiment faire attention et devenir prudent, voire même envisager de partir? Alors, pour vous, je me suis amusé à faire une petite liste. Ouais. Quand j'ai su le thème de l'émission, j'ai marqué que lorsque c'est tout le temps et tout le monde, c'est-à-dire lorsque c'est vraiment toutes les femmes, le moindre regard, voilà, l'omniscience finalement du symptôme, lorsqu'il y a des symptômes associés, des angoisses, de la colère, de la mélancolie, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Lorsqu'il n'est plus possible de dialoguer, d'ailleurs, à cause de ces manifestations-là, et cette rumination aussi, le fait que la personne rumine, qu'elle y revienne, même en dehors de toute stimulation. Et enfin, peut-être à mesure que la situation s'aggrave, c'est-à-dire qu'une personne jalouse, finalement, voilà, elle va faire une remarque, voilà. Mais si la situation va en se dégradant, en empirant, sans qu'on puisse rassurer la personne, sans qu'on puisse l'aider à se tranquilliser, alors c'est qu'il y a un problème et qu'il faut l'inviter vraiment à consulter. Et surtout, ça ne sert à rien d'écouter les justifications idéologiques, religieuses ou quoi que ce soit. C'est qu'on a un problème avec l'individu, en fait. Tout ça, il faut. Je pense que certains jaloux peuvent se cacher derrière cela. J'ai connu une personne comme ça qui accusait sans cesse le patriarcat, voilà. Et en fait, elle était vraiment à la limite de la paranoïa, en fait. Donc, toutes ces justifications idéologiques, bon, à tenir à distance, je crois. Et là, on est réellement dans une consultation sérieuse. C'est pas la peine d'aller voir simplement un thérapeute de couple. Non. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus grave. Exactement. Là, dans ces cas-là, moi, j'invite plutôt à mobiliser un médecin psychiatre qui pourra aussi décider d'un traitement, parce qu'il faut bien entendre que c'est une psychose, encore une fois, une interprétation maladive de choses dérisoires, et qu'il faut vraiment un professionnel qualifié pour venir en aide à cette personne et déterminer le traitement adapté. Mais est-ce que vous seriez d'accord, Samuel Doc, par exemple, je donne un exemple, imaginons une femme qui est avec un homme terriblement jaloux et qu'à un moment donné, cet homme est jaloux de personnes qui sont de toute façon absolument pas envisageable comme amant parce que c'est, je sais pas, parce que c'est quelqu'un le clochard du coin ou je ne sais quoi. Oui, et ça à ce moment-là, c'est un indice évident. Tout à fait. On est d'accord. Très bon exemple. Si c'est vraiment quelque chose qui paraît complètement invraisemblable, délirant, disons-le, là aussi c'est un indice fort, prudence et puis. C'est un excellent exemple. Effectivement, là on a vraiment la notion d'interprétation, on a vraiment la notion finalement d'aléatoire du désir. Donc oui, là les warnings sont rouges. Et peut-être aussi, justement, par rapport à votre exemple, faire attention à ne pas croire qu'on en tire un avantage. Parce que certaines femmes, par exemple, je me rappelle d'une patiente que j'avais accompagnée, me disait que finalement, le fait que son mari soit jaloux, c'était la preuve qu'il tenait à elle. Absolument pas, c'est juste la preuve qu'il est dans une immense insécurité affective. Donc attention à ça. Attention à comprendre comment on réagit soi c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi j'entends parfois justement des personnes qui témoignent et qui me disent je suis pas sûre qu'il ou qu'elle m'aime parce qu'elle est pas jalouse. Absolument pas. Et non, on peut être jaloux sans forcément le manifester, on garde pour soi parce qu'on sait très bien que on n'a pas à fliquer l'autre. Exactement. En quelque sorte. Exactement.
Eh bien, c'est à vous maintenant de témoigner. On a Katia qui va nous rejoindre, qui était avec un mari jaloux. Elle nous raconte ça dans un instant. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La jalousie, c'est un aphrodisiaque à toute petite dose, mais c'est un poison à grande dose. On en parle avec Samuel Doc, qui est avec nous, psychanalyste, et on retrouve Katia. Bonjour Katia. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel, et merci pour ce que vous faites pour nous tous. Oh, c'est adorable. Merci Katia d'être là aussi, parce que c'est vos témoignages, vous savez, qui comptent. Y a pas, sinon, on ferait des monologues, ça serait vite un peu pénible. Et puis vous avez vos rires, vos sourires, vos émotions qui passent à l'antenne, vous savez. Ah, bon, alors on va essayer de sourire. Non, vous avez le droit d'être ému, vous avez le droit de toutes les émotions sont bonnes. Aussi. Je les accueille toutes. Bon, alors vous avez connu un mari jaloux, hein ? Oui, alors moi j'ai envie de décomposer la jalousie amoureuse en 3 chapitres. Alors chapitre 1, c'est avec mon ex-mari, hein, qui était d'une jalousie, assez maladive quand même. Il m'appelait au travail. Quand je prenais des rendez-vous médicaux, il m'appelait et qu'il avait le malheur d'appeler pendant ce rendez-vous. T'étais où? Tu faisais quoi? Enfin, c'était tout de suite un réquisitoire. C'était vraiment, il fallait justifier tout. Je partais en cours de danse, je faisais de la danse de salon. J'avais une tenue. Ah oui, ah bah dis donc, ils vont se régaler. Enfin, c'était des petites réflexions comme ça. Toujours un peu excessive, oui, excessive, puis pas bienveillante, quoi. C'était pas c'est joli, pourquoi tu le mets pas quand je suis là, ou j'aimerais bien que tu le mettes la prochaine fois. Non, c'était tout de suite suspicieux et puis un peu humiliant pour vous quand même, hein. Un peu, ouais, c'est vrai. Oui. C'était un peu son mode de fonctionnement, alors que bon, moi j'avais une vie de famille avec des enfants élevés, tout à faire. Franchement, j'étais à milieu de faire quoi que ce soit à côté. Hein. J'aurais pas trouvé du temps dans mon emploi du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il me reprochait, mais ça j'ai su bien après, bien sûr. Alors ça c'est encore miroir. Un point très important. Ça c'est encore une autre forme de jalousie. Tout à fait. C'est exact. La dimension projective, c'est-à-dire que comme il n'assume pas ce qu'il fait, il le projette sur vous. Je l'ai souvent rencontré ça en consultation, figurez-vous, et merci de le dire parce que nous ne l'avons pas évoqué lors de notre introduction. Donc oui, vous avez raison. Là c'était flagrant, c'est-à-dire que oui. C'était vraiment ça, l'effet miroir où en fait il me reprochait ce qu'il faisait. Donc bon, écoutez, alors bon, chapitre 2. Alors c'est comment dirais-je, c'est très pénible et c'est très désagréable, mais c'est moins dangereux qu'une jalousie maladive paranoïaque. Parce qu'en fait il se déchargeait sur vous pour retirer sa culpabilité. Mais peut-être que si la relation avait continué, on serait rentré dans quelque chose d'un peu parano, parce qu'il avait déjà des dispositifs de contrôle. Vous voyez, il était déjà en train de fliquer. Et ça, c'est pas bon signe. Oui, j'avais repéré un peu de paranoïa. Voilà. Bon, mais sans vraiment le nommer ainsi. Et c'est vrai que bon, c'était très désagréable parce qu'il fallait justifier tout. Et puis finalement, on se prend presque au jeu en se disant ah oui, j'aurais pas dû mettre cette tenue. On culpabilise. Enfin, c'est un procédé complètement dingue parce que finalement de victime, de victime, on passe coupable. Donc c'est assez spécial comme comportement. Bon, finalement, on s'est séparés. En chapitre 2, donc avec mon compagnon de l'époque, on est resté 5 ans et il m'a quitté pour une autre femme. Et là, c'est moi qui suis devenue jalouse parce que j'étais jalouse de cette femme que je ne connais pas, hein, évidemment. Que je n'ai jamais vue, jamais rencontrée, mais alors j'en étais jalouse parce qu'elle m'avait chopé. Elle vous a pris votre homme. Exactement. Oui. Ça, je dirais que c'est normal. Totalement.
Là, on est face à de la jalousie naturelle, un sentiment commun, pas pathologique, adapté, si je puis dire. C'est normal de réagir lorsque une personne que vous aimez trouve une autre. Il n'y a rien de pathologique là, du tout. Ah oui, mais alors c'est très désagréable. Hein. Eh oui, C'est douloureux, bien sûr. Bien des émotions communes sont désagréables. La colère, la peur, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais c'est intéressant parce que c'est Willy Pasini, un merveilleux sexologue à qui je dois beaucoup, qui disait qu'on peut être jaloux de son partenaire ou jaloux de sa rivale. Et c'est plutôt bon signe d'être jalouse de son partenaire plutôt que de sa rivale. Donc, vous voyez, Cathy, tout va bien. Ah. Alors donc moi j'étais jalouse de ma concurrente et que je ne connaissais pas, mais qui avait manifestement toutes les qualités que je ne possédais pas. Ah oui, donc vous étiez jalouse de votre rivale. Oui. Voilà, j'étais jalouse de cette concurrente et en fait j'ai entamé un processus de travail sur moi oui, pour me redonner confiance en moi, bien sûr, exactement, et d'estime de moi. Et puis ce petit travail personnel a abouti au fait que tant pis pour lui, il n'aura pas l'être merveilleux que je suis devenue. Bravo. C'est plaisir à entendre. Et franchement, mais ça a changé toute ma conduite par la suite, en fait. Oui. Et puis, après, j'ai rencontré d'autres personnes. Et là, le chapitre 3, donc, le nouveau compagnon avec qui je suis. Donc, je travaille dans un milieu très masculin. Donc, évidemment, j'ai beaucoup autour de vous, de mouches autour de la viande. Et c'est très élégant ce que je viens de dire. Et donc, je ne suis plus jalouse du tout. Par contre, je m'amuse à jouer la jalouse un peu de temps en temps, en disant mais pourquoi elle te regarde et pourquoi tu lui fais coucou, qu'est-ce que c'est que ce travail. Et là, vous servez du piment aphrodisiaque de la jalousie. Voilà, exactement. Ça doit vous exciter un petit peu et finalement, ça relance le désir. Exactement, parce que je me dis tiens, il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui et voilà, donc j'en joue plus que j'en suis jalouse, même si de temps en temps j'ai un petit pincement. C'est bien, ça fait partie de ce qui relance le désir. Écoutez, merci Katia, avec vous on a fait le tour, donc on peut arrêter l'émission là. Voilà, c'est ça, tout est dit. Au revoir à tous. En tout cas, merci et puis à une prochaine alors. Oui, mais bon, on a fait, on a vu déjà beaucoup des choses importantes. Et peut-être aussi que le témoignage de Katia nous invite à penser à une autre différence. C'est le témoignage, c'est la différence avec l'envie. Être jaloux, c'est pas la même chose qu'être envieux. Et la personne envieuse veut détruire ce que l'autre a plus que le posséder. Je pense que c'est pas mal de le redire aussi, ça. Surtout à l'époque actuelle. Où une notion d'image absolument partout. Je dis ça comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup Katia. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, bien sûr, avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, on parle de la jalousie avec Samuel Doc, qui est avec nous, psychanalyste, docteur en psychopathologie clinique, d'où évidemment le thème de jalousie maladive. Si vous avez des doutes sur votre partenaire, c'est le moment ou jamais de nous appeler. C'est ce que fait Michel, justement. Bonjour Michel. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Michel. Bonjour. Cette jalousie. Alors justement, dites-nous comment ça se manifeste. C'est votre femme? Vous êtes marié? Oui, marié, donc ma femme. Et c'est un truc de fou. C'est que si je sors, par exemple, je travaille sur des chantiers, il suffit qu'il y a un peu trop de bruit, je m'écarte pour avoir un peu moins de bruit. C'est t'es où? T'es sûr? Oui, donc elle raccroche tout de suite et elle me rappelle sur WhatsApp en visio pour lui montrer vraiment où est-ce que je suis. Quand je parle avec ma mère, elle est jalouse parce qu'elle me dit: je comprends pas pourquoi tu parles avec ta mère. Je suis un peu normal, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je peux pas me parfumer le matin quand je vais au travail parce que sinon, pourquoi tu t'es parfumé, pour qui? Voilà quoi. Oui. Là, c'est quand même un peu. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 25 ans. 25 ans, c'est comme ça. Ça s'est aggravé? Ça s'est aggravé il y a à peu près
5-6 ans que ça s'est aggravé, mais sinon avant ça me faisait rire, parce que c'est des petites réflexions comme ça, mais là je crois que c'est vraiment bien dégradé, quoi. Et ça commence à être insupportable. Alors ça c'est très intéressant, je vous donne la parole tout de suite Samuel Doc, mais c'est très intéressant parce qu'on sait que ces jalousies un peu, limite paranoïaques, elles peuvent se déclencher au bout d'un certain temps, c'est pas forcément... C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire, alors tant mieux, on est sur la même longueur d'onde, effectivement il peut y avoir une irruption du symptôme, et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que ça s'infiltre insidieusement, progressivement, et malheureusement, Michel, je ne sais pas si vous y êtes confronté, mais quoi que vous puissiez dire, ça ne la rassure pas et ça ne règle pas la situation, n'est-ce pas ? Lui dire écoute, mais je m'en fiche des autres, c'est toi qui compte le plus, mais non, mais n'importe quoi, arrête un peu ton baratin. Alors non, et je fais jamais, même je fais attention quand il y a quelqu'un, je fais attention de ne pas avoir des femmes, de ne pas avoir rien, de me retourner, je fais attention à ça, et même comme ça. Alors elle est belle, tu veux que j'achète son numéro de téléphone ? Alors je lui dis non, mais je fiche, quoi. Moi j'ai remarqué, Samuel Doc, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai remarqué que souvent les personnes qui se retrouvent avec quelqu'un de jaloux, de gravement jaloux, comme c'est le cas de Michel, sont souvent des personnes pourtant terriblement honnêtes, fidèles, et c'est curieux. Hein. Oui, bien sûr, il y a même une grande hypersensibilité, tout à fait. Michel, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'elle se met en colère ou est-ce qu'elle peut être très triste ? Est-ce qu'elle a des émotions fortes ? Oui, elle peut se mettre en colère d'un coup, et comme elle peut être triste aussi. Ah oui. Mais pourquoi ? Et je pense qu'elle en souffre de tout ça. Elle souffre, je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais je pense qu'elle doit souffrir de ça. Ah oui. Elle a déjà consulté un thérapeute sur ces questions-là ? Jamais, parce que si c'est pas le problème, ce serait moi le problème. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est moi le problème, mais non, mais c'est pas moi. Moi, tout va bien. C'est toi, il faut que tu ailles consulter. L'idéal, ce serait de l'emmener chez un médecin psychiatre, qu'elle prenne quelque chose pour gérer ses humeurs, en fait. Bah, encore, si je serais un peu, à regarder un peu les femmes, mais non, même pas, parce que bon, je m'en fiche, quoi. J'ai la mienne, donc je me contente très bien de la mienne. Mais non, c'est qui sans doute d'ailleurs dans les moments où elle n'est pas dans ses excès de jalousie, elle est certainement très 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 gentille et très agréable. Voilà, c'est ça. D'où la notion de délirante. Voilà, et dès que par exemple on va en vacances, on voit des femmes en maillot de bain, je m'en fiche complètement. Ah oui, t'as vu celle-là, tu l'as regardée déjà. Tu veux une paire de lunettes pour voir mieux ? Alors que non, mais je m'en fiche parce que bon, je ne vais pas rester dans mon coin en train d'être sur mon téléphone ou dans un livre en train de regarder un livre. En train de lire un livre, je ne peux pas. Donc, non, c'est invivable. C'est invivable, c'est absolument invivable. Voilà, je fais attention de ne pas regarder ailleurs. C'est intenable parce que, et c'est ce que suggérait aussi l'introduction de Brigitte, c'est que nous vivons en communauté. Il y a des hommes, des femmes, nous leur parlons. C'est impossible de se couper des personnes du sexe opposé pour rassurer quelqu'un. C'est cela que rend impossible la conviction paranoïaque. Parce qu'en réalité, plus je vous écoute et plus je me dis aïe aïe aïe, la femme de Michel a l'air tout de même un petit peu paranoïaque. Alors, ce que je crois en vous écoutant, mais je ne sais pas ce qu'en pensera Brigitte, c'est qu'il faut lui fixer une limite. Parce que vous voyez bien que dialoguer, ça ne marche pas. Il faut lui dire, écoute, je pense que tu as un problème pour lequel je ne peux pas t'aider. J'ai besoin, pour toi, pour moi, pour nous, que tu consultes un professionnel autour de ces questions et qu'il puisse te guider, lui, parce que nous ne nous en sortons plus. Il faut que vous lui fixiez une limite. Alors, ce que vous dit Samuel Doc me paraît intéressant et je vais vous le dire autrement pour que vous compreniez bien. En fait, comme elle peut déverser son mal-être et sa souffrance sur vous en vous agressant continuellement, elle ne se rend pas compte qu'elle souffre. Oui. En lui posant une limite et en ne rentrant plus dans ce dialogue stérile, en n'essayant pas de la rassurer, elle va se retrouver confrontée à sa douleur, confrontée à sa souffrance, et à ce moment-là, elle pourra peut-être se rendre compte qu'elle est vraiment en souffrance et aller consulter. Tandis que tant que vous servez de défouloir, en finale, vous la canalisez dans son délire. Et donc, elle ne se rend pas compte. Ça renforce en réalité le délire. Et ça le fait s'installer dans la durée. Je veux la rassurer, mais rien du tout. Non, ça aggrave le problème. Rien n'y fait. Et par exemple, comme des fois, j'ai des femmes conducteurs de travaux. Maintenant, il y a des femmes qui sont conducteurs de travaux.
je peux pas lui dire que j'ai une femme conduite à travaux. Oui, vous êtes obligé de Elle va me dire, ah bah tiens, elle est comment Oui, vous êtes obligé de mentir par omission, mais de mentir quand même. Donc, moi, je vous conseille, en effet, le conseil que vous donne Samuel, il est indispensable. Posez des limites, ne rentrez plus dans la discussion. À la limite, vous sortez quand elle commence à vous harceler, vous allez faire un tour. Et puis, à un moment donné, elle va se prendre. Alors, peut-être déjà, renseignez-vous, trouvez un bon psychiatre qui est apte. Moi, je ne sais pas quelle est la spécialité particulière d'un psychiatre pour soigner ce genre de choses. Mais, et puis, donnez-lui l'adresse. Va voir un tel et parle avec un tel. Moi, je ne veux plus rentrer dans cette conversation tout à fait stérile. Oui. Très bien. Merci. Et c'est important parce que sinon ça va s'aggraver, non, Samuel Dogue? C'est ça, on parle d'une chronicisation du trouble. Ça veut dire, ça s'installe dans la durée et ça se renforce. Et puis si vous-même c'est trop dur, si vous n'en pouvez plus, vous-même vous pouvez tout à fait vous faire accompagner sur ce sujet parce que ça doit être très dur à vivre, ce que vous vivez. C'est dur. Franchement, très dur. Vous avez du mérite. Oui. Et comme ça ne peut que s'aggraver, il faut vraiment agir très vite là. Oui. Très bien. Merci beaucoup de vos conseils précieux. Je vous en prie, Michel, on est là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue avec Phoenix qui va répondre à 3 questions intimes. Il pourra vous en poser une après Samuel Dogue. Bonjour Phoenix. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Joli surnom, parce que j'imagine bien que ce n'est pas réellement votre prénom. Non, du tout. Mais c'est joli de prendre comme ce pseudonyme. Alors, première question, est-ce que vous êtes attiré par le libertinage ? Oui. Oui, vous avez pratiqué déjà ou pas ? Du tout. Du tout. Et vous êtes attiré, qu'est-ce qui vous attire alors ? Le côté un peu, le côté, c'est ça en fait, le côté libertin. Oui, plus de possibilités, d'ouverture, une sexualité plus libre, bien sûr. Alors, deuxième question. Quel est pour vous le temps idéal du coït ? Du coït. Je pose généralement cette question aux femmes, mais je trouve que c'est intéressant aussi de la poser aux hommes. C'est-à-dire entre le moment de la pénétration jusqu'au moment de l'éjaculation. C'est ce qu'on appelle le coït. Je sais pas, ça dépend des hommes. Non, mais pour vous, quel est le temps idéal pour vous ? Moi, les autres hommes... 15 minutes. 15 minutes ? 15 minutes. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais je vous demande pas quel est le temps que vous arrivez à tenir, je vous demande le temps idéal. 15 minutes, c'est pas mal. Oui, mais d'accord, pour 15 minutes, c'est votre réponse, ça me va. Et dernière question... est-ce que vous seriez plutôt un grand collectionneur ou plutôt un sélectif avec les femmes ? Sélectif. Sélectif, d'accord. Eh bien, Samuel Dogue vous écoute, vous pouvez lui poser une question. Une question sur la jalousie ? Non, sur ce que vous voulez. Non, je n'ai pas. J'en avais une en tête, mais elle a disparu. Bon, écoutez, on va vous laisser alors tranquillement repartir comme vous êtes venu. Sur vos ailes de phénix. Exactement, voilà. Merci bien, passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Bon, vous échappez à la question, parce que parfois elle est terriblement intime. Ça, c'est vrai. Vous en sortez bien. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La jalousie sous toutes ses formes, nous la décodons en compagnie de Samuel Dogue qui est avec nous aujourd'hui, psychanalyste, et on donne la parole à Marjorie qui nous rejoint. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Voilà, alors moi le sujet du jour, je me suis rendu compte qu'il me concernait énormément pour plusieurs aspects de ma vie en fait. Oui. Donc déjà, il y a la première chose, ça a été mon père. Donc en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que, en fait, mon père, quand j'ai eu 16 ans, il a commencé à avoir des attitudes vraiment bizarres. Et plusieurs années après, je me suis rendu compte que c'était de la jalousie. Un peu comme si au lieu d'être sa fille, j'étais plutôt sa femme. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il vous voyait éventuellement pouvoir flirter avec un garçon, il vous faisait des remarques et... Ah non, mais il critiquait mes tenues.
Ah d'accord, oui. Il m'empêchait, il voulait pas que je sorte. Il me coupait le téléphone, l'électricité pour pas que je puisse appeler mes copines ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'était assez horrible quoi. C'était vraiment comme vous expliquiez un peu au début là, des surveillances. Et il était comme ça avec votre mère ou pas? Oui aussi, mais moins. Oui, c'est-à-dire que des fois, on rentrait, si on était en retard, on le voyait renfrogner dans la cuisine, toutes les lumières éteintes, à faire la gueule. Des fois, il a eu des attitudes. Une fois, j'étais plus adulte, mais j'étais avec mon copain chez mes parents et ma mère elle ne rentrait pas. Et mon père m'a appelé, j'ai pas répondu parce que j'étais occupée. Et il a mis le feu au jardin. Ah ok, d'accord. Bon, Oui, là, je pense que c'est très clair. Voilà. Oui, parce que là, il y a passage à l'acte. Voilà. Oui. Et donc ça a été très très dur parce que bon, moi je suis sortie, j'ai essayé d'allumer l'eau pour éteindre le feu, sauf qu'il éteignait l'eau, donc j'ai dû faire ça avec une couverture. Enfin, Vous avez eu peur, j'imagine. Oui, parce qu'en plus il avait un couteau de chasse dans les mains. Enfin bref. C'est gravissime. Oui. Gravissime. Oui. Et bon, il y a eu plusieurs fois dans la vie où il a fait des choses comme ça. Enfin là, c'était vraiment le pire. Mais il y a eu des fois où il partait, où il revenait pas de la journée, il buvait énormément, il revenait, il pétait des plombs. Alors écoutez, vous faites bien de le dire. Parce que j'ai oublié de dire quelque chose en me replongeant dans mes manuels de psychiatrie, je suis tombé là-dessus. Souvent, lorsqu'il y a une personnalité paranoïaque, il y a un alcoolisme associé. Je lisais ça dans le manuel de Gelfi. C'est un indice diagnostique. Vous voyez, souvent les paranoïaques boivent beaucoup. C'est une manière pour eux d'essayer d'éteindre leur feu intérieur, justement, si je peux me permettre cette métaphore, alors que vous venez de parler de ce jardin brûlé. Mais vous voyez, c'est un indice. C'est un indice. Donc vous voyez, votre témoignage est plus qu'utile pour nous. Ouais. Mais bon, continuez. Voilà, et donc plein de trucs comme ça. Et moi, quand j'étais ado, je comprenais pas les attitudes de mon père. Enfin, je comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris après que c'était une sorte de projection par rapport à moi, de jalousie qu'un homme pourrait avoir par rapport à sa compagne. Bon, c'est lourd. Oui. Et donc aujourd'hui, vous l'aviez compris, hein Oui, après je l'ai compris au bout de plusieurs années. Et j'espère que vous n'avez pas choisi un compagnon comme votre père. Alors, j'ai eu des compagnons jaloux, mais je les ai vite recadrés. Repérés, recadrés. Très bien, très bien. Voilà, par exemple, j'avais un copain qui était jaloux et c'était pas aussi excessif, mais il me faisait des trucs du genre, une fois on sortait en boîte, je mets une jupe et là il me regarde, il me fait mais tu mets une jupe aussi courte? Et là j'ai fait ah non, excuse-moi, je vais aller me changer. Je suis revenue, j'ai mis une jupe plus courte. Il m'a fait il a rien dit, il a fermé sa bouche et puis il m'a plus jamais saoulé avec ça. C'était peut-être pas un grand jaloux parce qu'il aurait pu réagir durement, violemment. C'était presque un petit peu dangereux, mais j'ai pas pensé. Ouais. J'avoue que voilà. Et non, après il était jaloux, mignon. Voilà, il était pas hystéro frappadingue comme je dirais. Et après, j'ai eu aussi d'autres cas. C'est-à-dire que moi, j'ai subi de la jalousie, mais à l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais des amis très proches, hommes et femmes, parce que je suis un peu bi, mais voilà, quoi. Et en fait, j'ai eu des amis qui ont trouvé un compagnon ou une compagne et qui ont arrêté de me parler parce que leur compagnon, leur compagne étaient jaloux de moi. Donc ça m'a fait énormément souffrir. Ah oui. Vous deviez en avoir déjà bien assez de la jalousie de votre père, alors si en plus c'était pour retrouver ça dans votre environnement amical et affectif, vous devez en avoir ras-le-bol. C'est ça, ça a été compliqué de subir ça. Et puis. Alors souvent, quand même, Marjorie, quand on a affaire à ce genre de situation, c'est-à-dire que. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Lorsqu'on a un copain ou une copine qui tout d'un coup s'installe avec quelqu'un et que cette personne fait le vide autour, c'est souvent parce que c'est quelqu'un qui est quand même très manipulateur, voire pervers. Donc c'est plutôt, c'est plutôt un indice que la personne est tombée sur une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais en fait, on peut rien faire, en fait. Non, vous pouvez rien faire, si ce n'est
éventuellement prévenir et puis attendre qu'elle prenne conscience et puis qu'elle vous revienne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est amoureux de toute façon ne voit pas. Voilà. Et après, bon, moi, j'ai eu aussi... Des fois, je peux être jalouse, mais j'essaye de rationaliser et d'embêter personne. Ah bah c'est bien, hein, ça, malgré tout l'héritage qui est le vôtre, bravo. Mais bon, des fois, ça me fait... Mais bon, j'essaye de me dire, waouh, là, t'es jalouse, ok, mais en fait, tu délires. Très bien. Donc, tu laisses faire la personne. Alors, des fois, moi, je suis chez moi, je tourne en rond comme un lion en cage. Mais j'essaye au maximum de pas... parce que c'est horrible d'être comme ça. Alors, oui, bien sûr, sauf si il y a des raisons. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui mettent le bouchon un peu trop loin. Et à ce moment-là, on a le droit d'être jalouse et on a le droit de remettre les choses à leur place quand même. Hein. Il ne faut pas non plus, sous prétexte que vous avez souffert de la jalousie de votre père, subir et accepter de souffrir de jalousie alors que ce n'est pas bien. Ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des compagnons qui étaient parfois un peu les limites. Ben oui. Donc là, j'étais jalouse, mais je l'ai dit. Et voilà. Et après, j'avais un ex là, le dernier avec qui vraiment j'ai une relation, qui lui était carrément toxique. Donc on était ensemble, mais lui, on n'était pas ensemble. Donc en fait, il me trompait, mais il ne trompait pas parce que bon, on n'était pas ensemble, hein, parce qu'il l'avait décidé. Et du coup, forcément, là, c'était un peu dur à gérer, quoi, pour moi. Je peux vous poser une question. Qu'est devenu votre père et est-ce qu'il a pu avoir des soins à un moment donné ? Mon père, il n'a pas eu de soins. Et comment ça a évolué avec le temps, votre relation avec lui, si je peux me permettre de poser la question? Là, je lui parle plus, donc comme ça, au moins, c'est parce que c'est pas possible. En fait, j'en ai trop pris dans la tronche. Il y a eu trop de... Parce qu'il y a ça, et puis il y a le fait qu'il m'a toujours rabaissé. Donc, au bout d'un moment, on lâche. Et puis, mon père, en plus, il a joué... c'est-à-dire qu'il était jaloux et il a créé de la jalousie entre moi et ma sœur. Mais de toute façon, souvent ces personnes-là ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, même s'ils en rajoutent en laissant croire qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont toujours raison. Et forcément, s'il a vu que sa fille était finalement quelqu'un qui réussit, qui est bien, vous avez l'air d'avoir quand même une forte personnalité, donc il a forcément eu envie de vous rabaisser, ça c'est sûr. Oui, c'est vraiment ce qu'on observe. Il y a cette idée d'une surestimation du moi chez la personne paranoïaque et une dévalorisation des autres. C'est comme ça, en fait, qu'ils maintiennent ce qu'on a dit en début d'émission, le clivage. Donc oui, ça a du sens ce que vous dites, beaucoup. Et en fait, c'est mon ex-conjoint, donc je parlais là, était pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il avait vraiment une estime de lui toute pourrie. Et donc moi, il a essayé de me rabaisser. Et à un moment, j'ai explosé, je suis partie, mais ça a été très très violent et très très dur de partir. Et en fait, il y a toujours ce truc-là. Et je pense que les jaloux, en plus, ils maintiennent ce climat de jalousie, de paranoïa, de délire. Et ma sœur est un peu comme ça, elle est devenue un peu comme mon père, quoi. C'est-à-dire que ma sœur est quelqu'un d'extrêmement jaloux avec ses conjoints, quoi. Elle les empêche de faire ci, elle les empêche de faire ça, elle les appelle 35 fois s'ils répondent pas au bout d'une demi-heure, et elle a pas du tout cette conscience-là, c'est-à-dire que elle se dit pas, mon Dieu, là, j'exagère, c'est n'importe quoi. Elle le fait. Vous en sortez bien, Marjorie, hein, bravo. Ouais. Ah oui, belle force de vie. Et puis peut-être aussi, ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent pour comprendre aussi, c'est que quand on rencontre quelqu'un qui a des tendances paranoïaques de jalousie, au début de la rencontre, c'est tout beau, tout merveilleux. Donc on tombe un petit peu dans ses filets parce qu'au début c'est tout beau. C'est rarement dès le départ que ça se manifeste. Exactement, et ce sont souvent des personnes extrêmement douées pour l'emprise, puisqu'ils sont obsédés par ce qui se passe à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc votre compagnon là, qui était pas un bon compagnon au début, devait être très sympathique. Oui, et puis après et puis moi je me suis aussi, c'est aussi de ma faute, j'ai aussi idéalisé, je me suis dit non, mais vous savez, des fois je crois que les femmes on est un peu comme ça, on se dit
non, mais là, il est comme ça, parce qu'il ne se rend pas compte du lien qui est entre nous, et patati et patata. Et en fait, c'est terrible, hein, comment on peut en amour être totalement aveuglé, alors qu'on a dès le départ les indices, qui sont parfois très minimes, mais on les a, les indices, au début de ce qui nous attend par la suite. Je pense qu'on est aveuglé par nous-mêmes et par notre désir de vouloir quelque chose. C'est l'effet de l'amour, enfin du sentiment amoureux plus exactement, parce que c'est pas vraiment de l'amour, du sentiment amoureux. On ne voit que les beaux côtés de la personne qui nous nourrissent de quelque chose dont on a besoin. Oui. La cristallisation, c'est ça, on cristallise. Oui, oui. Donc vous avez vu au début que ce qui pouvait vous plaire chez cet homme et qui vous apportait ce dont vous aviez besoin. Et puis, eh bien, le quotidien nous redonne la vue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Hein. Il faut toujours se rappeler des expressions populaires. Elles sont pleines de bon sens. Exactement. En tout cas, merci Marjorie de ce témoignage, parce que oui, en effet, on peut subir aussi la jalousie de la part d'un parent, d'un frère, d'un collègue. Elle est partout, la jalousie. Hein. Et en général, les paranoïaques qui ne sont pas jaloux que de leur partenaire, j'imagine, ils sont jaloux de tout le monde. Exactement, on parle de sensitivité d'ailleurs parce que la personnalité sensitive, justement, hyper réagit. Vous donniez l'exemple de Staline en début d'émission, il y a différentes sortes de jalousie, différentes sortes de paranoïa, c'est très juste. Et ce qui est intéressant chez Staline, moi j'ai beaucoup étudié, grâce à Pierre Lassus d'ailleurs, qui m'avait expliqué l'enfance de Staline, il avait aussi le culte de la personnalité, Staline, il y a des statues immenses, etc. Donc il y a ça aussi chez le paranoïaque, ce fameux culte de la personnalité. On appelle ça des paranoïas de combat. C'est le nom clinique et beaucoup de psychiatres ont étudié ces figures à travers l'histoire qui ont souffert de ces paranoïas. Napoléon, Hitler, enfin des figures terribles, atroces qui ont agi leur folie. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui avec les questions narcissiques de la société, moi, on sait très bien qu'on est dans une société de plus en plus narcissique. Est-ce que ça a augmenté le nombre de personnes qui sont paranoïaques, jalouses? Est-ce qu'on a des chiffres ou pas? Alors je pense qu'il y a des chiffres, il faudra les reprendre, mais ce qui est certain, c'est qu'à force de communiquer tout le temps derrière des écrans, on désapprend l'altérité, on oublie qui sont les autres et ça fausse quelque part notre rapport à nous-mêmes et aux autres et à la manière de communiquer. Et je pense que c'est un terrain très fertile pour devenir paranoïaque, parce que tout est inconnu. La paranoïa, c'est une manière d'apprivoiser l'inconnu, une manière défaillante, mais une manière tout de même. Oui. Et ça on imagine bien aussi qu'à l'école, avec des enfants qui ont été élevés comme des enfants rois, tout ça, on développe ces traits-là. Et c'est pour ça que l'auditrice Marjorie précédente parlait très bien de sa sœur. C'est que dans l'éducation, il y a quelque chose qui a peut-être fragilisé aussi sa manière d'être à sa sœur. Tout à fait, oui. Bon, en tout cas, on va continuer à évoquer la jalousie avec vous. Vous avez envie de parler de votre jalousie, peut-être, si vous avez le sentiment d'être peut-être un peu trop jaloux, et bien n'hésitez pas à nous appeler, qu'on décode justement comment vous vous comportez. 0826 300 300. Et puis comme tous les jours, une petite devinette, Samuel Doc. Pourquoi on compare souvent l'amour à la religion? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Voilà, et puis vous nous la donnerez tout de suite après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Samuel Doc à évoquer la jalousie. Et alors je ris, mais c'est pas drôle quand on tombe avec des personnes qui sont d'une jalousie maladive. Alors, avant de donner la parole à Aurore, pourquoi l'amour c'est comme la religion? Alors là, je sèche. Vous séchez. Tout simplement parce que on croit ou on ne croit pas, comme on aime ou on n'aime pas. Ça ne se discute pas. Et voilà, l'amour, c'est comme la religion. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on tombe amoureux, mais je pense qu'on tombe en religion aussi. C'est vrai. Je trouve. Il y a pas on ne pourrait pas expliquer pourquoi telle personne est. Alors il y a bien sûr la famille qui fait qu'on va peut-être, mais non, même pas. On est croyant ou on l'est pas. D'où vient la foi finalement? D'où vient l'amour? Exactement. Oui. Jolie parabole. Bonjour Aurore. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Aurore. Merci pour toutes vos émissions. Merci à vous Aurore. Alors vous étiez avec quelqu'un de jaloux également? Oui, mais alors c'était un peu particulier puisque c'est quelqu'un que j'ai connu autour de 50 ans et qui était extrêmement jaloux de mon passé amoureux.
Ah, Et c'est puis- encore autre chose, ça. Oui. Ah, c'était terrible. Et il me faisait passer des nuits entières à lui raconter avec qui j'étais, comment il s'appelait, qu'il y a eu après, est-ce que c'était bien, et qu'est-ce qu'on faisait, et où Il on se allait. nourrissait de L'enfer. votre passé. Ah, c'était l'enfer, l'enfer, l'enfer. Et vous voyez Parce que déjà, c'était permanent. déjà là, votre témoignage permet d'aborder une autre explication de la jalousie. Je vois Brigitte sourire, je pense qu'elle sait ce que je vais dire, qui est l'explication freudienne. L'explication freudienne, c'est que peut-être que s'il vous parlait de tous ces hommes, c'est parce que lui-même désirait quelque chose autour du masculin. Peut-être qu'il y avait quelque chose de l'homosexualité refoulée. Et oui, c'était l'explication de Freud. Et c'est pour ça que certains jaloux disent « Ah, mais cet homme-là, il est tellement beau, c'est pour ça que tu le regardes, et regarde-le, tu as vu ses fesses. » En fait, ils parlent de leur désir à eux. Ah, d'accord. Et il se nourrissait, c'est pour ça que j'ai utilisé Mot l'expression, nourrir. Oui. qu'il se nourrissait de votre passé. Comme si, à travers vous, c'est lui qui avait fait l'amour avec tous ces hommes. Et c'est pour ça qu'il demandait beaucoup de détails. Et puis en plus, il me le reprochait, il me disait, mais Ah pourquoi bien tu sûr, es allé avec parce qu'il n'est pas ces hommes conscient, parce qu'il n'était pas conscient de ce processus. Vous voyez, et c'est terrible, hein, la nature humaine, Aurore. Alors que c'est quelqu'un qui a l'air très viril comme ça et qui est très. Il y a des homosexuels très virils. Hein. Alors je Oui, suis pas le oui. meilleur exemple, mais quand même. Non, mais je veux dire, Merci, c'est quelqu'un Samuel. qui fait un peu le coq, quoi, qui aime bien faire le coq, et qui est quelqu'un de très, très sûr de lui, Ah. extérieurement. Alors, vous savez En fait, il est que très souvent, chez les hommes hétéros qui font un peu le coq, il peut y avoir en effet une homosexualité refoulée. Je ne dis pas que tous les hommes qui font le coq sont des homosexuels refoulés. Ça vous fait rire, Samuel? Oui, tout à fait. La métaphore du coq. Oui. Ben bon, reprenez sur lui. Et alors donc, au début, j'imagine vous êtes tombé dans le panneau, c'est-à-dire vous avez commencé à accepter de lui raconter. Bah, au début, non, parce que je lui disais, enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment des histoires sans intérêt, c'est surtout des histoires passées, donc sans intérêt. Ouais. Et mais ça le faisait pleurer. À un moment, il en pleurait en me disant, non mais qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi tu me caches des choses? Je ne cache rien. Donc au début, j'ai un peu donné, un peu dit, un peu raconté. Et puis plus j'en racontais, plus ils m'ont demandé et les noms, les prénoms, tous les détails. C'était des nuits entières à passer des interrogatoires et en plus à me rendre coupable d'avoir eu ces aventures. Bah oui, Comme parce que si je lui devais rendre compte encore quelque part. Bah oui, parce que vous les aviez eus et pas lui. Donc il était jaloux de ce que vous avez vécu, voyez. Au point d'en pleurer, vous dites qu'il pleurait. Des larmes, vous voulez dire? Oui, en me disant, mais alors c'est que tu me caches quelque chose, c'est que je suis pas bien pour toi et tu as peur que je compare, tu ne veux pas que je compare, c'est pour ça que tu veux pas m'en parler. Oui, on compare, toujours. Et c'était et le terme comparaison revenait sans arrêt. Tout à fait. Mais j'imagine assez rapidement, Aurore, vous vous êtes dit, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme, non? Au début, je me suis dit, il voudrait que notre histoire soit la plus belle, et à un moment, je me suis dit, mais ça en devient insupportable parce que il me faisait presque ça. Enfin, moi, je me sentais pas coupable. Il voulait que je me sente coupable, comme si je l'avais trompé avant même de le connaître. Bah oui, mais quand on a votre âge, on n'est pas vierge. Ou alors c'est que quelque part, ça peut... C'est ce que je lui disais. Si tu voulais une petite jeune qui n'a pas d'histoire, fallait pas prendre une vieille de 50 ans. Fallait voir quelqu'un de plus jeune. Mais il n'arrivait pas à sortir de ce carcan. Comment ça s'est conclu, votre histoire? Bon, ben, on s'est quittés pour d'autres raisons, mais celle-là en partie, parce que ça devenait tellement lourd à porter que moi, à un moment, j'ai dit, écoute, puisque tu me compares aux histoires passées, ben, la nôtre, elle va devenir passée aussi, puis on va s'arrêter là, quoi. Voilà. En fait, tu rentreras dans le catalogue et je te raconterai aux autres. Bah oui. Oui. Joli retournement de situation. Puisque c'était ce qu'il avait l'air de me reprocher, comme si que j'avais accumulé les histoires et comme si j'avais un passé très très chargé, très lourd, presque honteux. Mais vous aviez combien d'hommes avant lui? Bon, j'avais eu deux maris. Oui, à 50 ans, il n'y a rien de... Voilà, et quelques histoires un peu avant et un peu après, entre deux, quoi. Je veux dire... quand même. J'avais peut-être une dizaine d'hommes. Alors lui, peut-être il avait peut-être eu que 2 ou 3 femmes dans sa vie, de ce qu'il m'a raconté. Mais
Mais bon, je veux dire, j'ai des copines qui en ont bien plus que moi, quoi. Hein. Je me sentais pas. Non, mais quand bien même. De toute Puis vous façon, n'avez pas vous justifier, hein, surtout chacun son passé voilà, amoureux. en plus, Je crois que. Et puis, j'avais pas l'impression. Encore, je vais pas tout raconter. Mais j'avais pas vraiment l'impression d'avoir un passé déluré, quoi. Ça me semblait un passé normal de femme. Oui. Mais c'est pour ça que je posais la question, de savoir s'il avait choisi quelqu'un qui justement avait été libertine, par exemple, avec non, beaucoup de. Même pas. Non, en fait, il aurait certainement, enfin, c'est certainement ce qu'il fait avec toutes ses compagnes, quoi. Ah oui. Il n'y a rien dans votre comportement qui aurait pu susciter cet interrogatoire. Non. Alors il me disait, je veux être le seul, mais il ne fallait pas me choisir, alors parce qu'à 50 ans, tu ne pouvais pas être le seul. Et puis on n'est jamais le seul. C'est impossible d'être le seul et unique, ce serait trop triste sur une vie entière, vous imaginez ? À moins d'avoir commencé à 14 ans et de garder quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie. C'est plus trop, quoi, maintenant. Non. C'est pas quand on choisit quelqu'un de 50 ans qu'on trouve quelqu'un qui n'a eu personne avant. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Hein. Oui. Voilà. C'est pour ça que ce qu'on essaie de vous faire entendre avec Brigitte, c'est qu'il y avait l'expression d'un désir ici. Sinon, il serait allé effectivement vers quelqu'un d'autre. En toute logique. C'est du bon sens, hein, plus que de la psychologie. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas. J'avais pas vu la chose comme ça, effectivement. Pas du tout. Mais c'est vrai que c'était très pesant parce que c'était récurrent, quoi. C'était récurrent. Oui, et puis en plus, ils trouvent toujours des justifications. Par exemple, il y a beaucoup de personnalités pathologiquement jalouses ou paranoïaques qui disent « j'ai de l'intuition ». Vous voyez, j'ai de l'intuition, je sens, je devine. Et au final, ça, ce sont juste des manières de justifier l'interprétation. C'est ça le problème. Là, en l'occurrence, ce qui est terrible dans ce qui vous est arrivé, c'est qu'il n'y avait même rien de factuel du tout. C'est-à-dire qu'on parlait de fantômes du passé qui tout à coup revenaient sur le devant de la scène alors que vous n'aviez absolument rien demandé. Je veux dire, on est quand même sur un degré très élevé, je trouve, de jalousie. Être jaloux de personnes absentes qui appartiennent au passé, c'est complètement délirant. Oui, et en plus, quand je disais, mais je m'en rappelle plus, tu veux cacher ça de ta mémoire, il y a des choses à cacher, pourquoi tu oublies, pourquoi tu veux oublier. Mais les questionnements, c'était au moment où vous étiez couché, c'était... Ah non, tout le temps. Tout le temps, dans la journée, n'importe quand. Oui. Bah, de toute façon, ça nuit terriblement à une relation à deux, parce que quelque part, il ramenait sans arrêt du tiers entre vous. Même vous, ça devait vous couper de votre désir pour lui. Et puis en plus, moi, il me rappelait des personnes dont j'avais pas du tout envie de me souvenir, qui avaient aucune importance dans ma vie. Et en plus, il nous fermait à des activités qu'on pouvait pas faire parce que je lui avais raconté que je les avais faites avec quelqu'un d'autre, ou des villes qu'on avait visitées, ou des... Ah non, mais là, t'es déjà allé, on va pas y aller. Mais j'ai dit, je suis pas allée dans le même contexte. Non, mais on va pas y aller. Alors... C'est très, tout ça est très immature en fait. Hein. On voit bien que les jaloux sont des personnes qui n'ont finalement absolument pas réussi à quitter l'enfance et qui sont dans tout, prennent tout au premier degré, quoi. Exactement. C'est un mode de fonctionnement archaïque de la psyché. Tout à fait, Brigitte. Oui. Et quand on n'a pas confiance en soi, évidemment, on ne peut pas avoir confiance dans une relation. Ça demande trop d'énergie psychique. On ne peut pas. Et c'est très justement ce que vous décrivez. Et c'est un enfant qui va s'inquiéter, qui va être jaloux, qui va être avec une sorte comme ça d'immédiateté tout le temps. Merci beaucoup Aurore de ce témoignage qui est encore une fois un autre éclairage de la jalousie, comme quoi c'est riche la jalousie, si je puis dire. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Mika, je crois, dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Nous évoquons la jalousie. Je rappelle que vous êtes également auteur de différents livres, notamment un très joli livre, Les chemins de la thérapie. C'est aux éditions Flammarion. Si vous avez envie peut-être de comprendre ce que c'est et ce que ce n'est pas une thérapie. C'est un très joli livre. Merci beaucoup. Mika, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Mika. Alors merci de témoigner parce que c'est vous qui avez été très jaloux et c'est bien d'oser témoigner. On va évidemment pas vous juger. Il le faut. J'attendais les autres témoignages. Et ça va faire du bien aussi à ceux qui nous écoutent de vous entendre. Je vous laisse témoigner. Dites-nous. Comment... Oui, voilà. Moi, j'avais une relation avec une femme que j'ai rencontrée. J'étais jamais jaloux, j'ai jamais été jaloux avant. Et il y a vraiment qu'avec cette personne où on a eu 4 ans de relation et c'était vraiment les 2 dernières années où
C'était, mais je lui faisais vivre vraiment un enfer, quoi. Fouiller dans son téléphone, les pieds quand elle sortait du boulot, si elle avait 10 minutes de retard. Elle était coiffeuse, donc elle voyait des hommes, des femmes. J'en étais, mais jaloux maladif, quoi. Alors que c'était quelqu'un de très fidèle, moi pareil. Enfin, je veux dire. Et qu'est-ce qui a déclenché votre jalousie? Parce qu'avant, vous aviez eu d'autres partenaires avec qui vous n'avez pas été jaloux. Jamais, mais jamais, quoi. Vous étiez très amoureux? Je sais pas si c'était vraiment de l'amour. Je sais pas, je voulais peut-être la contrôler, la posséder. C'était vraiment vous la une démarche, trouviez trop bien pour vous? Ouais, trop bien. Et puis elle était, c'est quelqu'un de très, expansif, quoi. Enfin, quelqu'un de très libéré, qui parle facilement, qui se livre facilement. Elle avait déjà eu une vie sexuelle assez riche? Non, même pas forcément. Hein. Non, mais en tout cas, elle était très très sociable. Voilà. Et ses amis comptaient énormément. Ça prenait même beaucoup de place, on va dire, dans notre vie de couple. Vous aviez l'impression de ne pas compter beaucoup pour elle? Oui, voilà, ouais, je pense. C'est plutôt ça que ses amis comptaient plus que moi, en fait, que notre relation, quoi. Ça, elle vous a mis en difficulté finalement parce que tout d'un coup vous aviez l'impression de ne pas trouver votre place, c'est ça? C'est ça. Puis elle en jouait, quoi. Elle en jouait beaucoup et ça, en fait, ça renforçait ma psychose, quoi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'on se faisait beaucoup trop de mal. Alors, peut-être qu'on peut déjà rassurer Mika, puisqu'il témoigne et qu'il a pris conscience, c'est qu'il n'est pas malade. Sinon il serait déjà encore dans sa psychose, comme il dit. Non? C'est ça. C'est difficile à dire. Aujourd'hui, j'ai une relation avec une autre femme et ça se passe pas du tout comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un milieu de se passer comme ça, quoi. Au contraire, d'ailleurs. On est plutôt libertin et ça nous dérange pas du tout, quoi. Enfin, ça me dérange pas du tout. Ah bah oui, alors c'est la confirmation de ce que dit Brigitte, c'est qu'effectivement c'était circonstancié à cette relation, que peut-être l'alchimie ne prenait pas, parce que oui. D'ailleurs, à terme, on s'est fait. J'ai pris la décision d'ailleurs qu'on se sépare, parce que ça me minait, quoi. Ça me minait le moral, quoi. Donc, ce qui prouve que n'aurait pas fait un parano. Ce que n'aurait pas fait un parano, il n'aurait pas lâché son objet. C'est ça. Bravo. Et je veux dire, puis c'était que des phases, c'était en boîte de nuit quand on avait bu, mais jamais, je veux dire, la journée ou à la plage, je veux dire, elle pouvait regarder tous les hommes qu'elle voulait, même avec un petit regard je savais que ça lui plaisait, quoi, que ce mec-là lui plaisait, mais jamais, c'était vraiment, ou l'alcool, ou c'était vraiment ça, quoi. Oui, mais votre témoignage est important aussi, parce qu'on peut tous... Parce que la relation va éveiller chez nous des fragilités, on peut tous déclencher une jalousie excessive sans l'avoir prévu, quoi. Oui, c'est très vrai, Brigitte. Et c'est vrai qu'on peut tous avoir même des moments d'allure paranoïaque, notamment lorsqu'on manque de savoir, de connaissances sur un sujet, sur une situation. Notre cerveau prend le relais et interprète. Vous voyez, c'est un réflexe aussi naturel. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Et comme disait l'auditrice juste avant, hein, c'est vraiment... c'était un passage, quoi. Et puis, une fois que je m'en suis rendu compte, quoi, j'ai mis un terme à la relation, quoi. C'était vraiment une relation toxique, quoi. Et pour elle, et pour moi, quoi. Elle n'était pas heureuse et moi non plus, quoi. Et comment elle réagissait quand vous lui faisiez une scène ou quand vous la questionniez? Elle essayait de me rassurer, elle me donnait son téléphone, vas-y, fouille. Elle me mettait devant le fait accompli, quoi. Et puis, je me sentais ridicule, quoi. Et... Oui, ça aussi, c'est une preuve que vous n'étiez pas paranoïaque. C'est qu'un paranoïaque aurait pas dit je me sens ridicule, il aurait dit elle a effacé les messages. Oui. Vous voyez? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Elle se couvre. Oui. Voilà, et c'est alors qu'aujourd'hui, je veux dire, ça se passe pas du tout comme ça. Et même aujourd'hui, quand je la recroise, on en reparle. Elle me dit, mais je veux dire, j'ai l'impression de voir une autre personne, quoi. C'est maintenant, on se recôtoie, il y a aucun souci, quoi. Je veux dire, c'est. Ouais, mais ça a dû éveiller chez vous une fragilité et ça s'est enflammé. Elle me le reproche souvent. Elle m'a dit, c'est vraiment fou, c'est dommage. On était heureux, il n'y aurait pas eu ça. On serait allé consulter, on aurait pu.
construire quelque chose ensemble. C'est pas, Maintenant, c'est pas, trop c'est pas tard, c'est sûr. cassé. Non, Mika, ne regrettez rien, je ne pense pas. C'était une alchimie qui s'enflammait et quelque part, elle était, comment dirais-je, elle était l'image, je dis bien l'image, je dis pas que c'est ce qu'elle était. Elle était l'image pour vous de la pute, vous voyez, et vous avez besoin d'une madone. C'est ça, exactement. Et donc cette femme-là, elle était pour vous, elle éveillait pour vous tout ce que vous n'aimez pas dans la femme tentatrice, alors que pourtant, visiblement, elle ne l'était pas. Hein, non, pas du tout. Mais c'est ce qu'elle réveillait chez vous, et donc ça vous mettait en. Il faut pas oublier, quand même. On va faire un petit cours de patriarcat. Il y a eu quand même. Toujours eu cette idée que la femme ne doit pas être infidèle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pilule et que l'homme voulait être sûr d'être le père de tous les enfants qui arrivent. Et à l'époque, il y avait des enfants qui arrivaient et on n'avait pas envie en tant qu'homme de ne pas être le père. Et c'est pour ça qu'une femme légère, une femme qui serait comme ça une sorte de libertine excessive, c'est une femme qui fait peur aux hommes. Et je pense qu'elle a dû réveiller chez vous cette part qu'il y a presque chez chaque homme. Et donc vous étiez devenu jaloux, avoir le besoin, avec ce besoin de la contrôler, ce besoin de. En tout cas, ça donnera beaucoup d'espoir à nos auditeurs, votre témoignage. Oui, après, il faut en avoir. Moi, j'en ai pris conscience parce que ça partait dans des proportions vraiment ce qui prouve que vous êtes assez équilibré, Mika. Ça prouve que vous êtes assez normal, entre guillemets. Oui. Oui, ça me rassure. Oui, non, mais vous pouvez, parce qu'on est deux à le penser. Oui, tout à fait. Ouais. Les voyants sont au vert et vous avez l'air très heureux aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Tout va bien. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Merci pour votre émission. Je vous en prie. On va parler en Love Conseil de s'attacher, au sens réel du terme. Et puis on va tester aussi un pommeau de douche avec Marjolaine. Ce sera notre jouet intime du jour. Et puis vous pouvez bien sûr continuer à réagir sur Sud Radio si vous avez envie d'évoquer la jalousie, quelle qu'elle soit. Et merci à tous parce qu'on a des témoignages très variés. Ça nous permet de bien comprendre cette jalousie parfois si complexe. Et c'est au 0826 300 300, bien sûr, sur Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Samuel Doc, on va parler du jeu de s'attacher. C'est un jeu qui a été bien développé avec le fameux roman 50 nuances de Grey, qui a été un succès planétaire. C'est vrai que c'est un jeu extrêmement érotique, à condition qu'il se passe en totale confiance. Donc, première chose, surtout, ne jouez jamais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, parce que les pervers, ça existe et vous pourriez vous retrouver dans une situation terriblement difficile, parce que quand vous êtes attaché, vous êtes à la merci de celui qui vous a attaché. Donc déjà uniquement avec quelqu'un qu'on connaît, et puis jamais de lien trop fin, pas de fines cordelettes et encore moins de fils de fer qui peuvent vraiment blesser, ni de liens qui entravent la respiration. C'est important aussi de le signaler. On n'attache pas le cou, par exemple. Voilà. Moi, je conseille quand même pour ceux qui auraient envie de s'initier à des jeux autres que simplement une paire de menottes, de prendre quand même des cours ou des conseils auprès de gens qui ont l'habitude, si vous voulez faire du bondage. Ensuite, c'est important d'avoir un mot de passe qui permet de stopper le jeu à tout moment, parce que quelqu'un qui est attaché, si on va un peu trop loin, ça peut provoquer une angoisse terrible, une angoisse de mort, comme dirait le psychanalyste Samuel Doc qui est à mes côtés, puisque là on pourrait vraiment alors certes, l'idée de se sentir à la merci de l'autre, c'est ça qui est excitant, mais il ne faut pas que la peur prenne le dessus sur l'excitation. C'est tout l'enjeu de ce jeu, si je puis dire. Et puis, c'est mieux aussi de définir un laps de temps. Alors, on peut également bander les yeux, pourquoi pas, mais évidemment, je suis moins pour le bâillon. Ça me paraît quelque chose qui peut être vraiment très angoissant. Et puis, n'oubliez pas que c'est un jeu de punition et c'est pas un moyen de vous venger pour de bon. Donc, il faut faire la part des choses. C'est important de vraiment rappeler que c'est un jeu érotique et que ça ne doit pas aller. On ne doit pas parce que
J'ai assisté un jour à une soirée comme ça où il y avait un peu de sadomasochisme et il y avait quelqu'un et tout d'un coup j'ai vu cette personne qui complètement a perdu pied et est devenu terriblement violent, agressif. Ah oui. Heureusement, il y avait plusieurs personnes et on a canalisé tout ça. Mais ça peut, enfin, je veux dire, on peut délirer. On parle depuis le début de l'émission de la fragilité de la nature humaine et ces genres de jeux de SM, attention quoi, parce qu'on n'est jamais à la merci de quelqu'un qui tout d'un coup devient cruel, devient sadique, donc vraiment prudence quand même. Exactement. Marjolaine, bonjour. Brigitte. Bonjour, c'est Samuel. Oui, c'est moi-même. Bonjour, Samuel. bonjour. Voilà. C'est un plaisir. Un trou. Désolée. Pas de problème. J'étais en train d'écouter et voilà, j'étais perdue dans mes pensées. Et bon. Mais loin du sadomasochisme, malgré que j'en ai eu dans ma profession. Ah bon, c'est-à-dire Non. Danseuse classique. Oh, mais c'est autre chose, ça. Mais oui, complètement. C'est un trait d'humour, mais particulier. Non, mais là, je trouve que vous avez raison. C'est un sport. Enfin, si c'est un sport, non, c'est un art, la danse classique, quand même terriblement masochiste. Hein. Oh là, oui. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord, parce que le corps, qu'est-ce qu'on fait souffrir son corps et qu'est-ce qu'il faut souffrir pour être excellente. Hein. Mais oui, c'est surtout les professeurs qu'on avait à l'époque aussi. Hein. Je pense qu'ils ont tellement souffert qu'après ils nous ont fait souffrir. Ouais, je pense qu'il y en a encore qui font souffrir. Il y en a, oui. Et puis il y a eu de tout. Hein. Moi j'ai été assez loin, j'ai été professionnelle et il y en a un où j'ai dû arrêter les mains. Ah oui. Et j'ai été jeune, hein, j'avais 16 ans. Hein. Donc non. Aïe. Non, c'est. Ouais. Bon, on m'avait prévenu, mais bon, voilà. Tant qu'on n'est pas face. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, donc, le jouet que vous avez reçu, c'est pas du tout un jouet sadique, bien au contraire, c'est un pommeau de douche stimulant de la marque Womanizer, qui est une bonne marque qu'on retrouve sur rudesplaisirs.com. Alors, vous pouvez le décrire pour ceux qui nous écoutent? Oui, déjà, il a été fabriqué par Ansgore, qui est une très très bonne marque, hein, qui est de tout ce qui est produit douche, hein, tout ce qui est robinetterie, tout ça. Donc c'est une très bonne marque. Ils n'ont pas fait ça. C'est pas un jouet écoutez, de mauvaise qualité. Ça se voit, hein, parce que je l'ai entre les mains. Très bonne, voilà, très bonne qualité. Et alors, ma plus grande surprise, ça a été la douche, tout simplement, qui a été génial, mais pulvérisante. En fait, on a l'impression d'être sous la pluie. Ah oui, mais c'est une douche fine, mais apaisante. Et donc, on se dit, tiens, on rentre déjà. Là, j'ai déjà du plaisir. Donc, ça peut pas s'arrêter que là, en fait. Et alors, ne serait-ce que quand on a des parois de douche à nettoyer à la fin, et ben, on est content parce que ça mouille pas les parois. Ça n'éclabousse pas. Ah oui, ça tombe délicatement. Super objet, oui. Ah non, et alors, évidemment, ça peut se poser sur le clitoris, évidemment. J'imagine que là, c'est déjà, c'est génial. très facile à prendre en main. C'est un pommeau de douche qui est agréable parce que moi, j'ai toujours utilisé mes pommeaux de douche pour ça. Hein, donc, j'ai toujours été fan. Donc, quand on m'a demandé d'essayer, j'ai dit mais 200% oui. Et du coup, là, c'est vraiment hyper facile. Même si on a des petites mains, tout ça, c'est super facile. Et les 3 jets sont hyper agréables. On peut choisir l'intensité. Donc, si on est sous une douche, on choisira peut-être l'intensité un peu moins forte. Et si on est dans une baignoire, vu que c'est à l'intérieur de l'eau, il faudra utiliser l'intensité la plus forte. Et le 3e jet qui est au milieu, lui, il est vraiment très très puissant. Donc là, je l'ai utilisé uniquement pas très fort et assez, pas trop près non plus, parce que sous la douche, c'est très puissant. Et ça suffit parce que sinon, ça dure pas assez longtemps le plaisir. Sinon, il est trop rapide. Oui, il faut faire monter tout doucement. Voilà, c'est ça, exactement. Mais non, c'est génial. J'en ai testé des milliers, hein, j'en suis pas à mon premier. Je suis une grosse consommatrice de pommeaux de douche. Et celui-là, nous avons affaire à une danseuse spécialiste de la douche. La douche, moi, même les bains, hein, j'aime bien aussi les bains, voilà, le plaisir, Le plaisir de l'eau, oui, bien sûr. Et plaisir seul aussi, c'est très important. Et du coup, non, c'est très très agréable.
Bah écoutez, en tout cas, franchement, c'est un très très bel objet. Je trouve que franchement, alors le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'il est un peu cher. Il est à 129 €. Mais j'ai même pas regardé. Bah non, c'est un cadeau de Sud Radio et de ruedesplaisirs.com. Donc c'est magnifique, magnifique. Profitez-en. Et alors mon mari, c'est lui qui l'a posé. Et du coup, il adore la douche. Et il m'a demandé plusieurs fois, alors, t'as testé? J'ai effleuré la question. C'est un truc privé pour moi, mais bon, voilà, j'aime pas dire. J'ai pas encore eu le temps. Ça ne regarde pas, c'est votre plaisir, zut, voilà, après tout. Hein. Donc, à chaque fois, on a tellement de choses à faire que c'est facile de passer à côté de la réponse. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air vraiment très bien. Quelle note vous lui donnez à ce pommeau de douche stimulant? Même la couleur, 10 sur 10. 10 sur 10. Vraiment. Ah non, mais rien que la douche, même les femmes, ils peuvent très bien l'acheter sans dire que c'est pour quoi que ce soit. Ben, bien sûr. Évidemment. Parce que la douche, elle est excellente. Oui. Et vous n'avez pas de problème de calcaire, ça gêne pas? Ah non. Parce que ça peut boucher les buses. Bah là, ça fait 1 mois que je l'ai. Et c'est pas... il n'y a rien du tout. Et puis moi, je fais très attention. Donc de toute façon, si je vois qu'il y a quelque chose, hop, un coup de vinaigre. Voilà. Oui, du vinaigre. Et ils le disent à l'intérieur de la description comment faire. Bon. Ils le disent de le poser dedans. Et voilà. Ah oui. Alors, écoutez, franchement, vous nous l'avez vendu. Marjolaine, oui, ça donne envie. Ça donne envie. Il y a même des petits carrés de lettres écrits. Alors, je pense que c'est en anglais, ça doit être masturbe, mais en anglais, où on peut l'écrire on peut le coller quelque part. Bon, je n'irai pas jusque là. C'est-à-dire le coller quelque part, j'ai pas compris. C'est des petits carrés post-it, des petits des autocollants. Ok. Pour jouer avec les lettres en fait. Et il y a toutes les lettres pour écrire masturbe. Ah d'accord, bon. Vous voyez? Oui, je vois masturbe. Et vous écrivez masturbe où? Alors moi, je l'écrirai pas. Ah. C'est un plaisir personnel, je ne le partage pas. Oui. Mais voilà, bon, pour des gens qui sont peut-être, si on va dans un club où il faut écrire, c'est un jouet, je sais pas. Voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont peut-être plus ouverts, qui font ça chez eux aussi. Bon, en tout cas, vous avez une voix ravissante, Marjolaine, et on a été ravis de vous entendre nous parler de ce pommeau de douche stimulant Wave de la marque Womanizer. Et donc 10 sur 10, et vous pouvez vous le procurer si vous le désirez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant avec Chiara qui nous a rejoint, et on conclura évidemment sur la question de la jalousie. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Samuel Doc, docteur en psychopathologie et également psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, c'est L'enfant thérapeute aux éditions Plomb. On parle aujourd'hui de la jalousie et je tiens à remercier tous ceux qui ont témoigné parce que grâce à vous, on a vraiment, je crois, abordé presque tous les angles de la jalousie. Il y en a certainement d'autres parce que de toute façon, c'est un sentiment humain inépuisable. Et on va conclure avec vous, Chiara, merci. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel Doc. Bonjour. Bonjour, merci de prendre mon témoignage à l'antenne. Je vous en prie. Disons qu'avec le temps, chez moi, ça se complique et que je me place aussi du côté des gens qui sont jaloux. Alors, c'est un peu particulier parce que toute une première partie de ma vie, c'est-à-dire pendant 18 ans, j'ai été... avec donc celui qui a été le père de mes filles. Nous n'étions pas mariés, mais c'était le père de mes enfants, je veux dire. Et oui, c'est ça, le père de mes enfants. Et jalouse. Pourtant, il travaillait dans un milieu où il côtoyait beaucoup de femmes. C'est un milieu très féminin. Il était notamment dans la lingerie. Donc, j'étais pas jalouse, même si, bien sûr... il m'arrivait d'avoir des petites pointes dans des soirées. Oui, normal, oui. Normal, voilà. En plus, j'essayais que ça se voit pas, de prendre sur moi. Puis, en fait, on avait un peu nos codes, on se regardait un peu. Voilà. Et puis, si je voyais qu'il pouvait y avoir un peu de monde qui arrivait, que je connaissais pas, hop, je me faisais signaler au milieu. Voilà. Je voulais surtout pas que la jalousie puisse m'envahir parce que on était très bien comme ça. Et puis... comme je disais à votre collaborateur, c'était pas la période non plus des téléphones portables et des réseaux sociaux.
Bien sûr. Et moi, je crois que ça m'a beaucoup fait perdre confiance en moi, tout ça, parce que j'ai vu beaucoup de choses et j'en ai vécu aussi. Et je crois que ça fait partie de cette jalousie qui aujourd'hui m'habite et m'empêche, entre autres à mon avis, de retrouver une relation calme et apaisée. Mais votre compagnon, qui est quand même le père de vos filles, il a peut-être été très rassurant dès le départ, peut-être qu'il vous a mis en confiance et que ensuite la séparation a peut-être provoqué une faille chez vous, non ? Alors oui, je vous avais appelé à l'époque et vous m'aviez fait comprendre ça. C'est-à-dire que j'avais choisi quelqu'un qui était à l'opposé des choix que je fais aujourd'hui, qui sont beaucoup plus des gens... lui, il était... On s'accordait sur le sport, sur la manière de voir la vie. C'était un compagnon, en même temps copain, compagnon, pas le super amant. Ben voilà. Oui, donc il n'était pas. Enfin, je dis ça, c'est une façon de parler, hein, c'est pas la réalité, mais vous n'étiez pas super amoureuse, super excitée, super dans le désir, donc à la limite, c'est pas. Je dis pas que vous auriez. C'est pas dangereux. Oui, voilà, c'est ça. Merci de m'aider. J'étais très 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 amoureuse, extrêmement amoureuse, voilà. Mais par contre, voilà, j'avais plus confiance en moi, on était bien tous les deux, on s'accordait bien, et c'est vrai que j'étais pas... mais c'était le père de vos enfants, c'était un bon père pour vos enfants et un bon compagnon de vie, mais pas un homme qu'on veut avoir pour soi, avec alors qu'aujourd'hui vous choisissez des hommes peut-être qui sont plus désirables quelque part. Voilà, je pense que les autres femmes les désirent plus. Comme moi, j'ai été attirée par eux. Alors, aucun n'est physiquement aussi bien que le papa de mes filles. Voilà, c'était vraiment un très bel homme. J'ai pas réitéré ça. Et même les derniers temps, je prenais vraiment des personnes qui n'avaient rien de particulier, voire même des fois un bon surpoids. Et malgré tout, avec leur comportement, j'arrivais à être... c'est quoi ouais. Qu'est-ce que vous appelez leur comportement ? Par exemple, le dernier, alors pour vous repasser ça, c'est son infirmière, par exemple, qui est venue parce qu'il s'était blessé donc régulièrement à domicile. Un samedi, moi, alors j'avais vu à peu près le genre de femme que c'était. C'est vrai que c'était une femme qui s'habillait de manière très sexy. Dont, à mon avis, même moi en tant qu'homme, j'aurais pu fantasmer sur ce genre d'infirmière-là. Voilà, elle assumait ses leggings avec de la dentelle sur les côtés jusqu'en haut, voilà, des bons décolletés. Et puis je me souviens qu'un samedi, j'étais pas là. Il m'a raconté un peu la scène. Donc ils étaient en famille, donc on lui a proposé de prendre l'apéro. Elle a dit oui tout de suite. Elle est restée. Elle a dit mais moi il faut me tutoyer. Moi j'y étais pas, heureusement je crois. Voilà donc et puis l'amitié s'est créée rapidement entre eux. Ça a été les petits bisous sur le téléphone. Et moi il fallait qu'il me dise tout. Aïe. Et moi ça me mettait hors de moi. Je lui disais mais ne me dis rien. J'ai pas besoin de savoir. Ça attise la jalousie, ce genre de choses. Oui. Oh, c'est terrible. Moi, je disais, oui, mais tu comprends, t'es tordu. Moi, je te le dis pour que tu me fasses confiance, parce que je veux être claire avec toi. Et je lui disais, non, respecte, je veux pas. Et puis, jusque la dernière fois, c'était, je crois, pareil, des bisous sur le téléphone. Je viens pas, mais promis, je passe ce soir. Ah oui. Et puis, elle est carrément passée sur son chantier parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et qui oui, mais c'était Madame. Je vous écoute depuis le début. C'est vrai, Chiara. J'entends confiance en moi, j'entends téléphone portable, j'entends interprétation, j'entends sexy, infirmière, tordue. Moi, je me demande si vous n'êtes pas un petit peu trop sensible. Un petit peu trop sensible, non ? Parce que je suis hyper sensible. Et peut-être un petit peu trop, non ? Ouais.
Non, mais Là, ça, c'est sûr. trop, là. C'est trop. Si, Ça, c'est c'est trop. sûr que je suis hyper sensible. L'infirmière de votre... Non. Oui, mais en même temps, elle a elle a des raisons d'être jalouse. Il a il tout me fait semble. pour attiser sa jalousie. C'est pas la peine de enfin, je veux dire. Moi, oui, il me semble, moi, hein, j'ai Brigitte, toujours. moi. Ah oui, franchement, moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'on a un collègue qui nous drague, c'est pas la peine d'aller le raconter le soir à son mari. Enfin, franchement. Bah là, au moins, c'est clair. Ça montre qu'il dissimule pas, non? Bah oui, mais il est transparent. Non, moi, je suis pas d'accord. Alors, d'accord. c'est bien, on a le droit de pas être d'accord, mais moi, je suis. Parce que là, je le trouvais transparent. J'ai l'impression qu'il était plutôt transparent, qu'il dit les choses. J'entends bien, mais c'est aussi manquer un peu d'empathie quand même. Peut-être qu'il manque de tact, ça c'est sûr. De Oui. tact, enfin, Bien sûr. franchement. C'est sûr. Non, et puis. Moi, je suis dans son cas, je peux le faire aussi. Je dirais pas tous les jours, mais voilà, je peux arriver le soir et dire, je me suis fait draguer, voilà, dans la rue. Mais s'il avait dissimulé, ça aurait été encore pire. Ça aurait activé la machine à interprétation. Vous pensez pas? Mais non, mais personne ne sait que je dissimule, Samuel. Non, je parle pas de vous. Non, je parle de lui. Quand il vous disait les choses. Mais j'aurais pas su. Pour moi, c'était pas dissimulé puisque je savais pas ce qui se passait. C'était pour moi, c'était mieux. C'était. Mais oui, d'accord, ok. Moi, je suis assez. Ok, alors je vous crois. Je suis assez d'accord. Mais cela étant dit, Chiara, parce qu'encore une fois, c'est votre témoignage, donc on ne sait pas exactement quelle est la réalité. Peut-être que ça veut dire aussi que avec les années, vous êtes peut-être un peu moins dans la sécurité affective, dans la confiance en vous, et que peut-être ça, vous devenez un petit peu jalouse. Et ça peut il faut voir comment vous pouvez rétablir les choses, parce que si vous la confiez, c'est certainement pas parce qu'il avait envie d'avoir une aventure avec elle. Ça, on peut lui donner ce crédit-là. C'était le sens de mon propos. Oui, tout à fait, je pense aussi. Oui, je pense aussi. Maintenant, on voit aussi dans votre cas, ce qu'on a entendu tout à l'heure, je ne sais plus quel témoignage, c'est que cette femme qui est très sexy, quelque part, elle éveille aussi chez vous peut-être le fait que vous n'êtes plus aussi désirable que vous l'imaginez. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ou que vous n'osez pas être aussi sexy qu'elle. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qu'il faut analyser. Oui, ça parle de vous. D'accord, peut-être, oui. Alors, ce que je disais tout à l'heure à votre collaborateur, c'est que c'est vrai que chez moi, un papa très infidèle et des frères extrêmement fidèles aussi. Donc c'est vrai que l'image de l'homme... Oui, dans votre famille, l'homme était très infidèle. Oui. Oui, et donc c'est intéressant parce que vous avez pourtant choisi un père pour vos filles et un compagnon qui, a priori, était très sécurisant. Ou alors vous avez voulu le croire très sécurisant pour compenser, parce que c'est toujours pareil, on sait très bien que c'est pareil ou le contraire. Alors c'est ce que je dis peut-être que durant 18 ans, voilà, j'ai été trompée mais je ne l'ai pas su, et dans ce cas-là, je ne peux rien dire, et moi j'ai bien vécu avec lui, on s'est séparés pour d'autres choses, mais voilà, ça c'est possible, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est vrai que je suis allée chercher des hommes beaucoup plus, je pense, séducteurs, et qui éveillent chez moi un inconfort, une insécurité. Enfin, vous avez dit que vous aviez aussi un problème de confiance en vous. C'est comme ça que vous avez introduit votre propos. Donc c'est encore une fois ce que disait Brigitte, c'est-à-dire ça vous porte à vous interroger d'abord sur vous-même plutôt que sur les autres. De toute façon, Chiara, si on fait un calcul, vous avez rencontré votre premier mari, votre premier compagnon, vous aviez à peu près 20-25 ans. Là, 20 ans après, vous avez 40-45 ans. Et c'est une phase chez certaines femmes qui font qu'elles croient qu'à partir de cet âge-là, on a moins de pouvoir de séduction. Et donc, on peut être plus fragilisé et plus susceptible d'être jalouse aussi, vous voyez. Oui, peut-être. C'est vrai que je n'analyse pas trop aujourd'hui. Enfin, mis à part de me dire que c'est parce que j'ai choisi vraiment un autre type d'homme, on va dire, et que du coup, je revois un petit peu ça met sur l'autre la responsabilité. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, Samuel, c'est exactement ce que j'allais dire à Chiara, c'est que là, ça fait plusieurs fois que vous mettez la responsabilité sur ces hommes qui seraient plus séduisants, plus etc. Voilà. Alors que les indices que vous nous donnez prouveraient plutôt le contraire, puisqu'ils jouent franc jeu. Donc je pense qu'il y a peut-être, ça vaudrait le coup, vous voyez, un petit travail avec un thérapeute ou une thérapeute, un tout petit travail pour remettre un peu de confiance en vous, et visiblement vous n'avez pas de mal à ce qu'il y ait des hommes qui viennent vers vous et qui aient envie d'être avec vous. Donc votre pouvoir de séduction, votre capacité à être aimable, elle est là, mais vous en doutez. Donc possible.
Il me semble. Avec un psychologue, vous voulez dire? Oui. Oui, pour peut-être vous apprendre justement à différencier ce qui est du factuel, de l'interprétatif, ce qui est de l'autre, ce qui est de vous, votre histoire, et pour éviter de devenir maladivement jalouse. C'est ça. C'est vers ça que je voudrais pas aller. Oui, pour vous rassurer, pour que ça vous... Prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, mais je pense que vous êtes... ça sera pas un travail très long, hein, non. Mais je pense que ça vaut le coup. Oui. Parce que là, vous êtes... vous interprétez beaucoup en votre défaveur. C'est-à-dire en ma défaveur? Ah oui, ça me nuit, vous voulez dire? Oui, ça vous nuit parce que là, dans ce que vous nous racontez, a priori, il n'y avait pas de... Enfin bon, vous auriez pu lui dire, écoute, ça va, elle m'agace, cette infirmière, hein, ce qui est tout à fait compréhensible, elle m'agace, j'ai pas envie, etc. Mais c'est ce que j'ai fait, Brigitte, à 3 reprises, pas dans la même soirée, on est d'accord, hein, à 3, ça a été l'invitation ce fameux midi, ça a été le coup de fil avec les bisous qu'il est venu me faire écouter, alors que c'était un message vocal. Et puis la troisième fois, c'est me dire, au fait, aujourd'hui, c'était sur le chantier qu'elle est venue, parce que j'ai pas pu la recevoir à la maison, je suis partie trop tôt. Oui, mais Brigitte vous a interpellé sur le fait que vous choisissiez les hommes d'une certaine manière et que s'établissait un certain lien avec eux. C'est ça que vous invitez à penser, Brigitte, je pense. Oui. Oui, et puis vous nous auriez dit que cet homme était manipulateur ou je ne sais quoi. Non, vous avez parlé de votre jalousie à vous, donc c'est ça qui, vous voyez, c'est ça qui se met en jeu dans cette histoire-là. Même si moi je considère qu'il n'avait pas à vous mettre ça devant les yeux sans arrêt. Mais malgré tout, Mais je vous assure, franchement, je pense que ça vaut le coup, ça va vous rassurer. Vous allez reprendre confiance en vous et ça va éviter ce genre de souffrance. D'écueil. Tout à fait. Tout à fait, puisque vous avez dit à un moment que ça vous empêchait d'avoir des relations apaisées. Et c'est quand même le but d'une thérapie, de retrouver une relation apaisée à soi et aux autres. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Chiara. Merci beaucoup. Et puis, justement, c'est le livre qui parle beaucoup des thérapies, Les chemins de la thérapie. C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Samuel Doc. Merci infiniment. Demain, on va être avec Christophe Médici, et on va parler de chansons d'amour qui révèlent qui on est. Vous verrez, c'est assez intéressant. Son livre est assez marrant. Et puis, vous aurez certainement envie de nous raconter d'une chanson qui a marqué votre adolescence, votre histoire d'amour. On en parlera avec vous et vous verrez, ça révèle évidemment quels sont nos désirs et quel sens on a envie de donner à l'amour et à sa vie. Et puis tout de suite, comme toujours, vous retrouvez Alexandre Delevanne